Bonjour, nouvelle vidéo dans un nouveau domaine pour cette chaîne qui est celui du dessin vectoriel en 2 dimensions et en 3 dimensions. Alors cette toute première vidéo est consacrée au dessin vectoriel en 2D. Elle fait suite à une conversation que j'avais eue dans un Fab Lab à Toulouse, dans laquelle nous nous interrogions sur la pertinence d'utiliser un logiciel de dessin destiné plutôt aux artistes, Inkscape en l'occurrence, pour réaliser des dessins techniques destinés à une découpeuse laser. Alors cette toute première vidéo se propose d'apporter quelques éléments de réponse à ce questionnement avec, comme vous pourrez le voir, une conclusion plutôt nuancée. Alors de quel logiciel parlons-nous? En dessin vectoriel 2D, il existe deux grandes familles de logiciels. À gauche, ici, alors dans les deux cas, il s'agit de dessin vectoriel, mais qui s'adresse à des populations d'utilisateurs différentes. Donc à gauche, des dessins, des logiciels qui s'adressent à des ingénieurs, architectes, techniciens, qui permettent de faire des dessins précis, mais pas forcément très jolis. Le côté esthétique n'est pas la priorité, il s'agit de faire des dessins simples et précis. Et à droite, des logiciels qui s'adressent plutôt à des artistes, donc avec des fonctionnalités qui permettent de faire de jolis dessins, mais pour lesquels la précision des tracés n'est pas forcément la priorité. On imagine mal, par exemple, un dessinateur de bande dessinée qui mesurerait avec beaucoup de précision toutes les formes qu'il dessine dans ses vignettes, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Alors pour la première famille, les logiciels disons plutôt de dessin technique, en français on parle de DAO, dessin assisté par ordinateur, parfois de CAO, conception assistée par ordinateur. Dans ce dernier cas, on trouve dans les logiciels en général en plus des simples fonctionnalités de dessin, des fonctionnalités complémentaires comme du calcul de résistance des matériaux, des choses de ce type. On utilise également le terme CAD, qui correspond à CAO mais en anglais, Computer Aided Design. Alors cette terminologie pose un peu problème, puisque les logiciels de la partie droite, qui permettent de faire du dessin plutôt d'artiste, sont aussi des logiciels de dessin assistés par ordinateur. Voilà, mais bon, les habitudes étant ce qu'elles sont, c'est plutôt un terme qui est désigné pour les logiciels de gauche. À droite, à ma connaissance, il n'y a pas de terminologie particulière. On parle simplement de logiciels de dessin. Alors quels sont les principaux logiciels qui existent dans cette catégorie? Donc pour les logiciels de dessin technique, la référence c'est probablement AutoCAD de la société Autodesk. C'est un logiciel très riche, très complet, qui est je crois vraiment la référence du domaine, qui est le logiciel qu'utilisent la plupart des architectes je crois. C'est un logiciel qui aujourd'hui permet de faire de la 3D également, mais qui a bâti sa renommée sur le dessin 2D quand même, principalement. Voilà, très riche, très complet, très cher également. On peut citer DraftSide d'Assault Systèmes, logiciel du même type, très riche aussi, qui était en téléchargement libre il y a encore quelques années, mais je crois que ce n'est plus le cas. Et puis, alors, dans le monde des logiciels plus abordables pour des particuliers, on peut citer QCAD et LibreCAD. Alors, QCAD est un logiciel commercial, mais beaucoup moins cher, c'est une sorte d'AutoCAD Lite, un petit peu, si vous voulez, mais qui a la particularité de présenter une édition communautaire, qu'on peut utiliser librement, dans la mesure, je suppose, où on ne fait pas de profit, il faudrait vérifier le contrat de licence. Voilà, il faut noter également que cette édition communautaire est légèrement bridée. Il y a quelques fonctionnalités que vous avez dans la version commerciale et que vous ne retrouvez pas dans la version communautaire, mais elle est quand même très riche. LibreCAD, c'est une solution tout à fait libre. Alors non, je ne parlerai pas beaucoup dans cette vidéo parce que je ne la connais pas. QCAD et LibreCAD sont issus, je crois, d'une souche commune, puis ensuite ont divergé, puisqu'ils simplement ils sont pris en charge par des équipes de développement différentes. Côté logiciel de dessin, la référence est probablement Illustrator de la société Adobe, un logiciel très riche. Il y a quelques années, moi j'avais utilisé un logiciel qui s'appelait CorelDRAW, qui existe toujours, je pense, qui est un logiciel du même type. Ce sont tous les deux des logiciels commerciaux. Et dans le monde du libre, il y a une solution qui est très intéressante, qui est Inkscape. Alors dans la suite de cette vidéo, les deux logiciels que nous allons utiliser, pour la partie gauche, le dessin technique, ce sera l'édition communautaire de QCAD, et pour la partie droite, Inkscape. Alors nous allons nous intéresser tout d'abord à la gestion des mesures, des dimensions, des cotations dans les deux systèmes. Une première chose qu'il est importante de noter, c'est que les dimensions qui sont gérées dans les logiciels de dessin technique et les logiciels de dessin plutôt artiste ne sont pas de même nature. Donc je m'explique. Les logiciels de dessin technique sont conçus pour vous permettre de dessiner une représentation de la réalité physique, toujours. Que vous fassiez les dimensions d'une maison, d'une pièce physique, c'est soit la description d'une réalité existante, soit la description d'une réalité que vous vous proposez de créer. C'est pour ça que vous en faites les plans. Mais dans tous les cas, il s'agit d'une représentation de la réalité matérielle, et les dimensions gérées par le logiciel et que vous entrez
en description dans ce logiciel correspondent aux dimensions réelles de la maison ou de la pièce mécanique que vous êtes en train de décrire. Lorsque vous allez chercher à imprimer votre plan, le logiciel va calculer les dimensions du dessin pour que le dessin soit ajusté à la dimension de la page que vous avez choisie. Et le logiciel va calculer un facteur d'échelle qui correspond au rapport entre les dimensions du dessin et la dimension réelle. Voilà. Côté logiciel de dessin, plutôt pour les artistes, ce n'est pas vraiment la même chose, puisque les dessins que vous pouvez faire avec ces logiciels ne sont pas nécessairement une représentation de la réalité. Ils peuvent l'être, mais souvent ils ne le sont pas. Les deux exemples que j'ai représentés ici, le deuxième correspond au logo d'Inkscape, ne correspondent à aucune réalité physique existante. Et donc, les dimensions qui seront gérées par ce logiciel, nous allons le voir maintenant sur un exemple très simple, ces dimensions sont les dimensions du dessin. Je vous propose donc de travailler sur un exemple très simple, un simple rectangle de 1,20 m sur 50 cm par exemple, que nous allons dessiner avec les deux logiciels. Je vais commencer avec QCAD, donc voici l'interface. Un mot sur la version utilisée. Donc voilà, donc vous voyez, il s'agit de l'édition communautaire de la version 3.28.1, je pense que c'est la dernière version au moment où j'enregistre cette vidéo. Dans QCAD, vous pouvez configurer dans ici les préférences de dessin, les unités de dessin que vous voulez utiliser. Donc moi là je suis en centimètres, c'est très bien, je vais y rester. Et vous voyez que vous avez un choix très riche d'unités, en particulier toutes les unités du système métrique, au moins jusqu'au kilomètre. Très bien, bon, moi je vais rester en centimètres ici. Et donc vous avez un canevas, un espace de travail qui est virtuellement illimité, dans lequel vous pouvez décrire des formes de toutes dimensions, jusqu'au kilomètre et au-delà, si vous voulez faire des plans d'urbanisme par exemple. Donc nous, je vous l'ai dit, nous allons dessiner un simple rectangle. Voilà, 120 sur 50, c'est les dernières dimensions que j'ai entrées, vous les voyez sur la partie haute. Donc à partir du moment où je ne veux pas les modifier, il suffit simplement que je crée mon rectangle. On peut rajouter aussi quelques données de cotation. Alors je vais un peu vite, il ne s'agit pas ici de faire vraiment une information à l'utilisation de l'outil, mais plutôt de voir quelles sont ses possibilités. Donc 120, et si je mets une cotation verticale ici, voilà, je retrouve bien 120 sur 50 cm, puisque mon choix d'unité, c'est le centimètre. Si maintenant je veux imprimer ce plan, qui est bon, vraiment extrêmement simple, aperçu avant impression, QCAD me demande si je veux automatiquement ajuster mon dessin aux dimensions de la page, qui doit être une page A4, je suppose, c'est modifiable, hein, mais je pense que par défaut on a une page A4 là. Donc voilà, mon dessin est automatiquement ajusté, et vous voyez que QCAD a calculé une échelle, ici à peu près de 0,2, ce qui fait à peu près un cinquième, pour ajuster donc mon dessin avec ses dimensions réelles, ici au format de la page que je veux imprimer. Je peux modifier cette échelle, je peux par exemple le passer au dixième si je souhaite, ensuite je peux recentrer mon dessin, et voilà, mon dessin apparaît un peu plus petit sur la feuille. Voilà, donc avec QCAD, une gestion très simple de l'échelle et des dimensions. Avec Inkscape, les choses sont un peu différentes, vous le voyez ici, voilà l'interface d'Inkscape, même chose, un petit mot sur la version. C'est la version 1.3 qui vient juste de sortir, je crois, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc vous voyez qu'ici, le canevas, l'espace de travail n'est pas illimité, mais correspond aux dimensions de la page imprimée. Ici, par défaut, c'est une page A4, ici encore, c'est modifiable. Et donc, dans ce canevas, qui est limité aux pages A4, c'est-à-dire 21 sur 29,7 cm, je ne peux pas dessiner un rectangle qui fasse 120 cm sur 50. Il va déborder complètement du canevas et donc ne sera pas pris en compte, notamment en cas d'impression ou d'export. Donc j'ai plusieurs possibilités. La première, c'est de dessiner, de gérer moi-même la mise à l'échelle pour avoir les dimensions d'un rectangle qui entre dans le canevas que j'ai ici. Donc comme c'est une page A4, je l'ai dit, 21, 29,7, on peut se mettre à peu près au dixième par rapport aux dimensions initialement prévues pour avoir un rectangle qui est circonscrit à notre canevas. Donc je vais dessiner mon rectangle. Voilà, et là vous voyez que je peux saisir les dimensions. En haut, alors je suis en millimètres, donc je vais saisir 120 sur 50 mm, ce qui correspond à une échelle au dixième par rapport aux dimensions que j'avais initialement prévues. Vous voyez que si je sélectionne mon rectangle, j'ai bien mes dimensions ici, largeur et hauteur, de 120 et de 50. Alors il y a une particularité d'Inkscape, c'est qu'il ne prend pas en compte exactement les dimensions que vous saisissez. C'est un peu agaçant, mais c'est un point sur lequel on reviendra. Alors pour vérifier les mesures, vous avez d'autres outils. Vous avez un outil mesurer ici, et il suffit de survoler un objet pour avoir ses centimètres. Vous voyez largeur ici 12 cm, hauteur 5 cm, ce qui correspond bien aux informations que je viens de saisir.
Une autre fonctionnalité qui peut être intéressante, alors c'est au niveau des chemins ici, pass en anglais, effet de chemin, pass effect, voilà, vous l'avez ici. Mon objet sélectionné, c'est le rectangle, et là je peux choisir un certain nombre d'effets sur mon chemin, et un en particulier qui s'appelle mesure des segments. Si je le sélectionne, voilà, et là les cotes apparaissent directement sur mon dessin. Voilà, et là je peux l'imprimer, j'ai pas de fonctionnalité, j'ai pas nécessité d'avoir une fonctionnalité d'aperçu avant impression, puisque la page que je vois là, c'est directement ma page imprimée. Donc si je veux l'imprimer, je pense que j'aurai une fenêtre très simple qui va apparaître, mais dans laquelle je ne peux pas saisir grand-chose. Bon, ma mise en page est déjà faite. Voilà, donc je vais supprimer maintenant ces cotations. Il est possible de modifier l'unité utilisée dans le dessin, ça se passe dans les propriétés du document. Ici, vous voyez que par défaut, c'est millimètres. Je vais passer à centimètres. Et vous voyez que maintenant, mes dimensions sont 12 et 5 cm, ce qui correspond bien aux 120 et 50 mm que j'avais entré tout à l'heure. Tous les outils de mesure s'adaptent. Là, j'ai toujours les mêmes dimensions, 12 et 5 cm. Par contre, je crois qu'il y a une difficulté. Si je réutilise ma mesure de segment, alors comme je suis passé en unité centimètre, il faut faire un peu de remise en forme parce que sinon on ne voit pas grand-chose. Donc je vais augmenter beaucoup la taille de police. Et voilà. Et là vous constatez 1200 mm. Si je passe en centimètres, les choses seront un peu plus visibles, je crois, 120 cm. Ce qui ne correspond pas aux unités de mon dessin. Donc là il y a une anomalie. Des effets de chemin, mesure de segment, à partir du moment où on change l'unité de millimètre à centimètre qui apparaît, et que je ne sais pas du tout vous expliquer. Voilà, je suis désolé. Très bien, donc revenons à notre dessin maintenant, dont nous l'avons vu ici, nous avons fait de la mise à l'échelle manuelle, puisque nous avons dessiné notre rectangle au 10e. Alors c'est très bien parce que nous pouvons l'imprimer, mais du coup, les dimensions que nous avons dans Inkscape ne sont pas les dimensions réelles. Alors une autre possibilité consiste à dessiner à l'échelle 1. C'est-à-dire à dessiner vraiment un rectangle qui fait 120 mm sur 50. Donc pour ça, il faut modifier la taille du canevas. Donc je reviens sur les propriétés de mon document. Alors je vais passer aussi en centimètres au niveau de cette unité qui est ici. Alors, vous constatez que bizarrement, à ce moment-là, Inkscape modifie un facteur d'échelle pour le passer au 10e, mais sans que ça n'ait aucun impact sur les dimensions que vous voyez ici, que vous avez avec l'outil mesuré. C'est quelque chose que je ne comprends pas très bien. Tout semble se passer comme s'il y avait effectivement une mise à l'échelle qui était faite, mais les dimensions manipulées à l'interface sont toujours les dimensions du dessin, dont je ne vois pas vraiment l'intérêt. J'ai fait quelques recherches sur beaucoup de forums pour essayer de comprendre l'utilisation de ce facteur échelle, et j'ai rien trouvé de bien satisfaisant. J'ai trouvé des gens qui se posaient la même question, mais sans jamais obtenir de réponse vraiment satisfaisante. Donc, nous allons maintenant modifier la taille de notre canevas pour pouvoir y entrer un rectangle d'1 mètre 20 sur 50 cm. Donc on va par exemple prendre un rectangle de 3 mètres sur 2. Voilà. Et là, je vais reprendre mon rectangle. Et maintenant, je vais changer ses dimensions pour y rentrer les dimensions réelles en centimètres, c'est-à-dire à 120, que multiplie 120 par 50. Et il suffit ensuite de réduire pour le voir apparaître. Voilà, je peux le déplacer en utilisant les coordonnées qui sont là, pour qu'il soit un peu plus centré sur la page, et voilà. Donc là, j'ai vraiment mon rectangle qui est aux bonnes dimensions, 120 par 50. Quels sont les problèmes que pose cette méthode? Tout d'abord, vous l'avez vu, dans les documents de propriété, l'unité la plus grande que l'on ait, c'est le centimètre. On n'a pas ni mètre ni kilomètre, ce qui fait que si vous faites des dessins comme ça en échelle 1, vous allez rapidement devoir manipuler beaucoup de zéros. Là, ce n'est pas encore le cas parce qu'on a juste fait un dessin de 1 m 20 sur 50. Mais si vous commencez à vouloir dessiner des choses qui font plusieurs dizaines ou centaines de mètres, vous allez manipuler beaucoup de zéros. C'est la première chose. La deuxième, c'est que vous ne pouvez pas imprimer votre dessin. À moins d'avoir une imprimante qui est capable d'imprimer une page de 3 mètres sur 2, vous ne pourrez pas. Et puis enfin, la troisième limite, c'est qu'il y a des limites à la taille du canevas que l'on peut saisir dans Inkscape. Alors, je ne sais pas exactement vous dire où se situe cette limite. Je sais que comme dimension du canevas, les tests que j'ai faits, moi, montrent qu'on peut saisir au maximum une mesure de 10 km, ce qui est quand même très important, à entrer en centimètres, bien sûr, mais ce qui est très important. Mais il y a des limitations au niveau de l'interface bien avant. Vous aurez beaucoup de mal à manipuler le zoom pour avoir une vision complète de votre canevas. Ou bien moi, j'ai même eu très souvent des plantages d'Inkscape dès que je commence à manipuler des canevas un peu grands. Je ne sais pas vous dire exactement où se situe cette limite. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en faisant des dessins comme ça qui font quelques mètres, peut-être même quelques dizaines de mètres,
on y arrive, ça marche bien, voilà. La limitation principale, finalement, c'est que vous ne pouvez pas imprimer. Voilà, donc nous l'avons dit dans Inkscape, deux manières de faire, soit gérer manuellement la mise à l'échelle si vous voulez pouvoir imprimer, soit saisir en taille réelle si les dimensions de ce que vous voulez dessiner ne sont pas trop importantes. À ce moment-là, vous pourrez dessiner aux vraies dimensions, mais par contre, vous ne pourrez plus imprimer. Alors pour terminer sur ce point, j'aimerais signaler l'existence d'une extension pour Inkscape qui s'appelle Inkscape Real Scale Extension, qui permet de gérer les dimensions réelles et les mises à l'échelle. Je ne la connais pas, cette extension, donc je ne vais pas vous en parler plus. Et puis j'aime autant dans ces vidéos me limiter à l'utilisation native des logiciels. Mais quoi qu'il en soit, dans la partie description, je vous mettrai le lien vers l'URL de cette extension pour que vous puissiez l'utiliser si vous le souhaitez. Alors voyons maintenant quelles sont plutôt les dimensions, cotations, mesures qui sont gérées par chacun de ces logiciels sur quelques exemples très simples. Le premier que je vais prendre, c'est un simple segment de droite. Je vais commencer avec QCAD. Donc pour dessiner un segment de droite, c'est ici, je le dessine. Voilà, et ensuite il suffit que je le sélectionne. Et toutes les dimensions relatives à ce segment de droite apparaissent ici. J'ai pour commencer la longueur, que je peux modifier, 150 par exemple. Puis ensuite l'angle avec l'horizontale, que je peux simplifier à 30 degrés. Vous voyez qu'automatiquement mes modifications sont prises en compte. Et QCAD me calcule de plus les coordonnées des deux points extrémités que je peux modifier. Donc j'ai toutes les informations de dimensions dont je peux avoir besoin. Si l'on passe maintenant à Inkscape, au niveau de l'interface, vous avez un certain nombre d'outils qui apparaissent sur la partie gauche. Celui qui permet de dessiner des segments de droite, c'est celui-ci. Il permet aussi de dessiner les courbes de Bézier. Si vous choisissez un outil, vous avez une barre d'informations qui apparaît en haut et qui, dans certains cas, vous permet de saisir quelques informations. Ici, pour un segment de droite, ce n'est pas le cas. On ne vous demande aucune information de longueur ni d'angle, par exemple. Vous pouvez dessiner votre segment de droite. Et si vous le sélectionnez, l'outil sélection est associé à cette barre-là, qui est toujours la même, quel que soit le type de forme que vous dessinez, où là, par contre, vous avez un certain nombre d'informations. Alors, quelles sont ces informations? Elles sont relatives à la boîte englobante, c'est-à-dire le rectangle dans lequel la forme que vous venez de dessiner est circonscrite. C'est le rectangle qui apparaît ici en pointillé. Des coordonnées x et y, et ensuite deux dimensions, largeur et hauteur. Les coordonnées, pour voir à quoi elles correspondent, il suffit de les valoriser à 0, et vous voyez que votre boîte englobante est calée sur le coin supérieur gauche de votre canvas, ce qui signifie que les coordonnées que vous avez là, ce sont les coordonnées du coin supérieur gauche de la boîte englobante, dans un repère dont l'origine est au coin supérieur gauche de votre canvas, avec un axe des X qui est croissant vers la droite et un axe des Y croissant vers le bas, ce qui est un peu inhabituel, mais qui n'est pas du tout un problème. Alors je peux modifier les dimensions. Là, je vais reprendre les dimensions que j'avais tout à l'heure, 7 et 5 cm, si vous vous souvenez. Alors vous voyez que les dimensions prises en compte par Inkscape ne sont pas tout à fait les informations que j'ai saisies. Alors là, je vais décaler un peu ma boîte englobante, j'insiste, 12 et 5, et là il finit par prendre en compte les informations que j'ai rentrées, mais il faut s'y prendre à plusieurs fois, ce qui est un peu agaçant, mais ce qui peut s'expliquer, vous allez le voir. Alors ensuite, si je veux modifier j'y suis ici, sur le style du trait qui est utilisé, donc je peux jouer sur beaucoup de choses, la couleur, la largeur, enfin, c'est très riche Inkscape de ce point de vue. Par défaut, mon trait fait 0,2 mm d'épaisseur, je vais le passer à 0,4 par exemple. Voilà, vous voyez, j'ai un trait un petit peu plus épais, mais vous voyez surtout que les dimensions et les coordonnées que j'ai ici ont encore été modifiées. Alors pourquoi? Là, on sait l'expliquer. Il se trouve que la gestion des dimensions dans QCAD et dans Inkscape, je ne sais pas si c'est vrai dans tous les logiciels de DAO par rapport au logiciel de dessin, mais la gestion des bordures est un peu différente. Dans les logiciels de CAD, on considère que le trait est une réalité nécessaire pour marquer les limites de l'objet que l'on dessine, mais son épaisseur est juste là pour rendre le trait plus ou moins visible, et on considère que les dimensions de l'objet passent au milieu des traits qui permettent de le dessiner. Donc vous voyez, les dimensions QCAD s'arrêtent sur les nœuds, si je puis dire. Alors que pour un logiciel comme Inkscape, les bordures font partie intégrante de la forme que vous êtes en train de dessiner. Vous pouvez en modifier la couleur, l'épaisseur, vous pouvez en modifier beaucoup de choses, vous l'avez vu au travers de la fenêtre que nous venons de voir. Et donc les dimensions gérées par Inkscape vont jusqu'aux limites du contour, ce qui fait que si vous modifiez l'épaisseur du contour, vous modifiez la dimension de l'objet, ce qui est un peu problématique pour une utilisation CAD, mais c'est un fonctionnement
qui est modifiable. Ça se passe, je crois, ici, dans Edit Préférences. Voilà, si vous allez sur Outils, voilà, vous voyez Bounding Box, ça signifie boîte englobante. Par défaut, il est sur une boîte englobante visuelle, ce qui correspond au fonctionnement que je viens d'indiquer. Mais vous pouvez aussi choisir une boîte englobante géométrique, et à ce moment-là, vous aurez un fonctionnement qui correspond beaucoup mieux à ce qu'on a avec les logiciels de CAD. Donc c'est ce que je fais ici. Si maintenant je remodifie à nouveau, voilà, là j'ai bien mes dimensions qui ont été prises en compte, et si je remodifie la largeur de mon trait, je vais le revenir à 0,2 par exemple, mais vous voyez que là mes dimensions ne sont plus modifiées. Voilà, donc ça c'est un point important, il vaut mieux choisir cette option de configuration si on veut l'utiliser en mode CAD. Ensuite, pour terminer juste sur les dimensions, donc vous voyez que nous avons bien toutes les dimensions de la boîte englobante, mais par contre il nous manque des informations que nous avions dans QCAD qui sont la longueur du segment, et qui sont l'angle que fait ce segment avec l'horizontal. C'est des dimensions dont on a souvent besoin lorsque l'on fait des dessins précis en CAD. Alors on ne les a pas à l'interface, on peut les calculer, théorème de Pythagore ou un peu de trigonométrie, mais c'est un peu complexe. Alors ici on peut quand même les avoir, c'est un peu moins pratique que dans QCAD en utilisant l'option mesure, en venant cliquer sur la première extrémité du trait, et voilà, il a automatiquement pris la deuxième, et là vous voyez qu'il vous fait apparaître la longueur, qui est bien de 12,97, ici il l'a calculé, et l'angle, 22 degrés. Donc vous arrivez quand même à obtenir ces informations. La différence importante avec QCAD, c'est qu'elles ne sont pas modifiables. Vous ne pouvez pas ici modifier l'angle ou modifier la longueur. Les seules choses que vous pouvez modifier, ce sont les dimensions de la boîte englobante qui sont là. Si nous prenons maintenant l'exemple d'un rectangle, dont je commence par le tracer dans QCAD, nous l'avons déjà fait tout à l'heure, hein, c'est exactement la même manipulation, donc je le crée. Et alors si je le sélectionne, vous voyez que là par contre les informations spécifiques à droite ne sont pas bien renseignées. Pourquoi? Parce que QCAD ne considère pas un rectangle comme un objet à part entière, mais comme un ensemble de 4 segments de droite. Et donc, comme là j'ai sélectionné les 4 segments, toutes les propriétés qui ont des valeurs différentes ne peuvent pas être valorisées puisqu'il y en a plusieurs. Par contre, on peut avoir les informations si on ne sélectionne qu'un seul des segments. Et là, je retrouve les mêmes informations que celles que nous avions tout à l'heure, la longueur du segment, l'angle qui vaut 0 ici, et les coordonnées des points extrémités que vous pouvez modifier. Voilà. Si vous pouvez prendre votre rectangle et lui faire une rotation. Alors, je fais cette manipulation parce qu'il est intéressant de comparer avec Inkscape dans ce cas-là. Donc, une rotation, c'est ici, par rapport à ce point-là, par exemple. Alors, je ne veux pas. Alors, quand vous faites comme ça une rotation d'un objet, il vous propose de supprimer l'original et de ne garder que la copie qui aura un certain angle de rotation. Par rapport au premier, vous pouvez aussi garder l'original, ce qui correspond à faire une copie. Là, il vous demande l'angle, on va prendre 30 degrés, c'est très bien, dans ce sens-là. Ok, voilà, mon rectangle a maintenant fait une rotation. Et si je prends chacun des segments, évidemment, ça ne modifie pas, ils font toujours la même longueur, l'angle a évolué, bien sûr, et les coordonnées des points extrémités ont également évolué, mais sont calculées par QCAD. Voyons voir maintenant ce qui se passe dans Inkscape, à peu près sur le même exemple. Donc je trace à nouveau un rectangle. Alors là, vous voyez que dans la barre d'outils qui apparaît lorsque je crée un rectangle, je peux saisir des dimensions. Donc je vais reprendre mon 12,5. Et puis, alors X et RY correspondent à des, alors on ne va pas les utiliser, des paramètres qui permettent d'arrondir un peu les angles, je crois, du rectangle. Voilà. Et vous voyez que depuis qu'on a modifié la forme de la boîte englobante, maintenant, la valeur des dimensions que nous entrons ne sont plus modifiées. C'est important de le noter. Pour que ce soit propre, je vais prendre 5 et 5. Voilà. Alors dans ce cas-là, c'est là où on a les meilleures informations de localisation, puisqu'il se trouve que le rectangle et sa boîte englobante coïncident. C'est exactement le même objet. Donc les coordonnées du point que j'ai ici, ce sont les coordonnées du point supérieur gauche de mon rectangle, et les dimensions que j'ai là, ce sont bien les dimensions du rectangle. Donc ici, on peut considérer qu'on a autant d'informations que ce qu'on pourrait attendre d'un logiciel de CAD. Ceci reste vrai, cependant, tant que mon rectangle a ses côtés parallèles aux axes. Dès que je lui fais faire une rotation, vous voyez que là c'est terminé, parce que la boîte englobante ne correspond plus au rectangle. Et donc j'ai perdu les dimensions du rectangle, je n'ai pas les informations d'angle, je n'ai plus rien à ce moment-là. J'ai juste ces informations de la boîte englobante, mais qui ne me sont pas très utiles. Voilà. Alors il y a moyen d'obtenir quand même les informations de dimension et d'angle en utilisant les outils mesurés, mais c'est beaucoup plus fastidieux que dans un logiciel comme QCAD, et puis surtout les informations ne sont pas modifiables.
Alors, dernier exemple, nous allons prendre l'exemple d'un cercle. Donc, tout d'abord dans QCAD, je vais le tracer. Vous voyez que j'ai plusieurs fonctionnalités possibles. À partir de son centre et de son rayon, je vais garder un rayon de 20, c'est très bien. Donc, il me reste à positionner le centre. Et voilà mon cercle. Si je le sélectionne, voilà les informations que j'ai dans la partie droite. Donc le rayon, 20, le diamètre, donc 40, il y a même la surface, c'est même calculé, la circonférence également, et les coordonnées du centre, 0, 100, donc j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Dans Inkscape, maintenant, si je veux tracer un cercle, ça se trace, alors pas à partir du centre du rayon, mais à partir de la boîte englobante. Vous voyez que dans la barre d'outils qui correspond à la création d'un cercle, j'ai RX et RY qui sont, c'est en réalité un outil de dessin d'ellipse. Hein. Mais avec RX et RY qui sont le petit axe et le grand axe de l'ellipse, si je saisis les mêmes valeurs de grand axe et de petit axe, j'obtiens un cercle. Le grand axe et le petit axe correspondent tous les deux au rayon, donc j'ai ici un cercle de rayon 5 cm. Avec l'outil de sélection, je vois toujours apparaître les coordonnées de la boîte englobante, dont les coordonnées XY correspondent aux coordonnées du coin supérieur gauche de ma boîte englobante, vous vous souvenez, et les deux dimensions hauteur et largeur de la boîte englobante correspondent au diamètre. Comme j'avais fait un cercle de 5 de rayon, j'ai bien 10 de diamètre ici. Donc, les coordonnées, à partir de ces informations, les coordonnées du centre sont possibles en prenant les coordonnées du coin supérieur gauche de la boîte englobante et en rajoutant le rayon à ces deux valeurs. Et pour les deux dimensions, les divisons par 2 si je souhaite avoir le rayon. Donc là, on obtient les informations habituelles, disons, sur les cercles assez facilement à partir des informations qui sont données là. Voilà pour ce qui est donc de la gestion des dimensions dans les deux outils. Vous le voyez, il y a des différences, mais rien d'absolument rédhibitoire pour pouvoir utiliser Inkscape et faire du dessin technique. Simplement, dans certains cas, vous serez amené à faire quelques petits calculs manuellement, parce que le logiciel ne fera pas les calculs pour vous. S'il y a des différences concernant la gestion des dimensions, il y en a aussi en ce qui concerne les fonctionnalités de dessin. Mais cette vidéo est déjà suffisamment longue, et c'est un point que je voudrais aborder dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et je vous souhaite une bonne route.